Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans le 3e épisode de ma série sur la fan culture. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premières vidéos, vous pouvez les retrouver en barre d'infos et dans la playlist correspondante. Aujourd'hui, si je vous retrouve pour ce 3e épisode, c'est pour parler d'un sujet un petit peu plus précis et se plonger sur un espace d'expression très fort de la fan culture qui est le réseau social Tumblr, qui je pense peut-être vous fait écho à toute une partie de votre vie, ou en tout cas toute une esthétique qui a bercé une certaine partie de notre adolescence si vous avez à peu près mon âge. Moi, la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'un réseau social a pu en fait forger toute une génération d'adolescents et d'adolescentes? Qu'est-ce qu'il a forgé comme génération? Quelles sont en fait les conséquences de ce réseau sur le monde actuel et sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Et également, vous vous en doutez, toute une partie sur en fait le lien entre ce réseau et le développement d'une fan culture à l'ère des réseaux sociaux et dans un monde post-forum. Si vous avez envie de répondre à cette question et de venir faire un peu d'archéologie avec moi pour vous replonger dans toute une partie de passé pas si lointain, écoutez, on y va tout de suite. La première chose à faire selon moi, c'est de vous rappeler évidemment ce qu'est Tumblr. Tumblr, c'est un réseau social qui se lance en 2007, c'est un réseau qui est dit de microblogging, donc tous les utilisateurs qui se créent un compte peuvent créer leur propre microblog hébergé par la plateforme, qui sera un blog unique avec une adresse internet unique. Quand on est utilisateur et usager de ce réseau social, on peut avoir son propre blog sur lequel on met des posts qui sont les nôtres ou que l'on reblogue, c'est-à-dire que l'on reposte d'autres blogs. Et on peut également tout simplement se balader dans l'univers de Tumblr et avoir toute une page beaucoup plus interface sur laquelle on a des posts qui pourraient potentiellement nous intéresser, ainsi que les posts des blogs que l'on suit. C'est un site qui est assez intéressant parce qu'il permet à la fois d'être producteur de contenu, puisqu'on peut taper ses propres textes, mettre ses propres images, mais également de republier et de consulter le contenu des autres. C'est un site qui est aussi intéressant de ce côté-là parce que finalement on peut très rapidement perdre l'origine d'une image, d'un texte ou d'un contenu, tellement quand il est reblogué en fait il perd sa source d'origine. C'est un site qui est également particulier parce qu'il est très facilement personnalisable. Quand on a son propre blog Tumblr, on peut personnaliser le curseur de la souris ou encore mettre de la musique sur la page d'accueil quand on s'y connecte. C'était un réseau social qui était un espace d'assez grande liberté, puisque par exemple jusqu'à très récemment le contenu pornographique n'était pas du tout censuré sur Tumblr. Donc c'est vraiment un réseau social sur lequel il y a pu avoir énormément de contenus extrêmement divers, du pire au meilleur, sans finalement aucun filtrage. Maintenant que je vous ai présenté le réseau, on va pouvoir se pencher sur ce qu'est exactement la Tumblr culture. Pour moi, il y a d'autres réseaux qui sont parallèles en fait à la construction de la Tumblr culture, qui sont en fait au niveau des images Weartit et Pinterest. Et puis on a, je trouve, parallèle à tout ça au niveau de la culture réellement, le réseau social Vine et le réseau social Twitter avec le développement du Stan Twitter, donc du Twitter des fans. C'est vraiment ces réseaux sociaux là qui ont créé cette culture en général dont Tumblr était finalement le pilier central et le producteur premier de contenu et d'influence. Le réseau social Tumblr, de par son aspect communautaire et identitaire très fort, a permis la création de ce que je vais appeler des sous-cultures numériques qui sont typiques de l'ère des réseaux sociaux. Une sous-culture, selon le sociologue Ken Gelder, c'est un groupe de personnes qui est représenté et qui se représente elles-mêmes comme distinctes des valeurs sociales normatives dominantes à travers leurs pratiques et leurs intérêts particuliers, à travers ce qu'ils sont, ce qu'ils font et où ils le font. Cette idée sur Tumblr ou sur les réseaux sociaux, elle s'est traduite par des termes par exemple comme alternatif ou indie, indépendant, c'est-à-dire des communautés dont les goûts, les intérêts, ce qu'ils font et où ils le font sont finalement dérivés de ce qu'on pourrait appeler une certaine culture hégémonique, une culture mainstream, la culture du grand nombre. Dick Ebage, le sociologue qui a écrit Sous-culture, le sens du style dont je tire l'expression, va décrire en fait l'usager de la sous-culture comme pratiquant une stratégie dite de bricolage, c'est-à-dire qu'il va prendre des éléments stylistiques épars et les construire entre eux pour créer du sens. Moi, je vais mettre mes bornes temporelles dans cette étude entre 2011 et 2015-2016, et c'est vraiment l'époque à laquelle on a vu se construire des identités sous-culturelles qui sont à la fois très stéréotypées, comme la Tumblr Girl qu'on décrira après, mais la particularité c'est que en fait, comme pour toute sous-culture, les identités sont beaucoup plus complexes que cela. Comme on l'a dit en fait juste avant, les usagers de Tumblr et les usagers des réseaux sociaux en général, ils bricolent, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un peu de tout, d'une très grande sous-culture ou d'une très grande culture hégémonique, mélanger les deux, et finalement, même s'ils correspondent tous à une forme de culture générale qui est la Tumblr culture par exemple, dont ils se réclament, ils ont en fait tous individuellement des identités en fait différenciées par des détails. Pour la même esthétique et la même façon de s'habiller par exemple, il y a des gens qui vont se réclamer des One Direction, tandis que d'autres vont mépriser leur musique, mais pourtant les deux vont se réclamer d'une même Tumblr culture qui aura été forgée par l'esprit et l'identité du réseau à l'époque. La Tumblr culture, comme n'importe quelle sous-culture, elle s'est construite autour de différents axes. Pour comprendre, analyser ces différents axes, j'ai tout d'abord utilisé une analyse du sociologue Phil Cohen, qui date de 1972, et qui décrit que le style, une sous-culture ou l'ensemble stylistique est composé d'un côté des formes plastiques, c'est-à-dire la musique et les vêtements, et de l'autre côté les formes infrastructurelles, c'est-à-dire l'argot et les
rituels. Pour associer les deux et vous faire une espèce de présentation de ce qu'est le style Tumblr, j'ai utilisé un blog Tumblr qui s'appelle Fandometric, qui est le blog Tumblr sur lequel Tumblr à partir de 2014 a en fait décerné le top en fait des sujets les plus traités dans chaque catégorie. Et donc du coup, quelle est cette culture Tumblr? Elle se comprend par les formes plastiques, on l'a d'abord dit, la musique. Et particulièrement une autre application qui a joué un grand rôle finalement dans le développement de cette culture, c'est l'application 8Tracks, qui est une application de musique gratuite sur laquelle l'objectif c'est de faire des playlists. C'est une application qui a joué un grand rôle dans le développement des goûts musicaux caractéristiques de cette époque sur Tumblr. Ce sont donc Lana Del Rey, Marina Diamond, Halsey, Melanie Martinez, Lorde, Frank Ocean, Grimes, mais aussi des boys bands comme les One Direction ou les 5 Seconds of Summer, et des groupes comme Paramore, My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, Panic! At the Disco de 1975, The Neighborhood, Arctic Monkeys ou encore 21 Pilots. À cela, évidemment, s'ajoutent des contenus cinématographiques et sériels comme la série Glee, la série American Horror Story ou encore la série Skins, le film The Perks of Being a Wallflower, les livres Harry Potter et les séries de films concomitantes, ainsi que les livres Hunger Games et la série de films concomitantes. On peut aussi penser aux livres de John Green comme par exemple The Fault in Our Stars. Évidemment, on peut pas non plus oublier les fandoms de Marvel et de Star Wars qui ont toujours joué un grand rôle en fait dans les espaces de construction de fandoms parce que c'est des fandoms extrêmement puissantes. D'un point de vue ensuite, comme on l'a dit, stylistique, de l'autre côté il y a les vêtements. Alors les vêtements, les trois grandes marques principales de cette époque Tumblr, ce sont donc Brandy Melville, American Apparel et Urban Outfitters. Les silhouettes sont celles de jeunes filles très maigres, blanches, évoluant dans un milieu urbain. Les t-shirts de groupe, les jeans skinny noirs, les Doc Martens, les collants résis effilés, les couronnes de fleurs, les cheveux teints, l'eyeliner, les chokers, les jupes de tennis sont autant de poncifs du style de cette fille qui va être incarnée par des jeunes femmes comme par exemple Johanna Kushta ou encore Orion Carlotto. Et puis de l'autre côté de la construction du style, on a les formes infrastructurelles que sont donc l'argot et les rituels. L'argot évidemment il existe dans ces communautés, c'est ce qu'on va appeler le stan slang, donc littéralement l'argot des stans, l'argot des fans. Le terme stan signifie tout simplement fan et il est dérivé de la chanson de Eminem qui porte le même nom, dans laquelle Eminem parle d'un fan complètement obsessif qui lui envoie des lettres et qui s'appelle Stan, et donc on a repris ce prénom pour tout simplement décrire une catégorie de fans hardcore. Le stan slang c'est donc l'argot des fans hardcore sur les réseaux sociaux, qui est totalement déjà une reprise de plein de termes et de façons de parler qui sont centrales dans le slang et les expressions de l'anglais afro-américain. Également des termes issus de la culture queer mais qui sont en fait beaucoup entremêlés parce que il y a beaucoup de personnes noires qui faisaient partie de la ball scene, et également tous les termes qui permettent de soit d'écrire des relations dans les fanfictions ou soit de décrire les relations dans les produits cinématographiques ou audiovisuels. On va par exemple avoir les termes de ship, de hotipi, le mot canon qui signifie donc quelque chose d'officiel dans une franchise par exemple, ou encore le terme smut qui signifie relation sexuelle dans une fanfiction, enfin en gros moment un peu coquin. Et puis on a également d'autres éléments de façon de parler qui sont plus de la stylistique, avec par exemple l'évitement des emojis, sauf en fait un certain nombre comme ceux que je vous affiche à l'écran, et également le fait d'éviter les majuscules et de n'écrire qu'en low caps, donc en minuscules entièrement. Et puis on a également, comme je l'ai dit, des caractéristiques infrastructurelles que sont les rituels, comme celui par exemple d'aller acheter des vinyles, de se procurer ses vêtements soit dans les marques que j'ai citées au-dessus, soit en friperie. On a également le fait de lire et de produire des fanfictions, qui est un rituel extrêmement central dans la construction de ses identités. Le fait également de soutenir certains ships, par exemple je pense d'être ce qu'on appelle une Larry, donc une personne qui croit dur comme fer que Louis Tomlinson et Harry Styles sont dans une relation amoureuse. Le fait de croire et de participer à la construction de preuves pour prouver certains ships réels ou fictifs, c'est tout simplement un rituel qui fait partie de cette culture Tumblr. On a des rituels qui sont également des rituels pas extrêmement sains, comme le fait de fumer des cigarettes, l'abus d'alcool, la scarification, le fait de glorifier par exemple le fait d'être en dépression. On a également toute l'idée de la nostalgie d'une époque passée qu'on n'a pas vécue, qui se repose sur par exemple l'utilisation et la reprise de codes de sous-cultures elles-mêmes passées. On pense par exemple à la fascination pour les sous-cultures punk, grunge aussi. On a également dans les codes tout un tas, comme j'ai dit, d'éléments pour présenter ses propres photos. Je pense par exemple à la photo des pieds, à la photo de la tache de gasoil sur un parking par exemple. Le fait de prendre en photo certains éléments comme les bouteilles d'eau Vos, tout ce qui allait être petites plantes genre succulentes, tout ce qui va être aussi en motif quadrillage, le noir et blanc qui est extrêmement présent même sur les pochettes d'albums les plus populaires à l'époque. Il y a tout un tas de rituels et de codes esthétiques qui font partie et qui construisent cette culture Tumblr. Et comme pour n'importe quelle sous-culture, en fait ce qui va compter, c'est pas tant le fait de porter tel vêtement ou d'écouter tel groupe, c'est en fait la signification commune que tous les usagers vont apporter à cette action, qui est celle de penser évoluer dans un univers et avec des codes esthétiques et culturels différents. Et donc ce qui rend en fait cette culture Tumblr indie, alternative, c'est pas tant les produits consommés. Lana Del Rey par exemple, elle a
très vite été très populaire, hein. C'est pas du tout quelqu'un qui est resté dans l'ombre. Lana Del Rey, elle a eu très vite beaucoup de succès. Pourtant, elle était finalement la reine de cette culture parce que sur Tumblr et sur ses réseaux, les fans avaient l'impression d'appréhender ces produits culturels différemment. Et donc maintenant, je vais tenter d'expliquer pourquoi est-ce que ce réseau a atteint cet apogée comme ça pendant ces 5-6 ans et pourquoi est-ce qu'il était également aussi important dans la culture fan. La première réflexion que je me suis faite, c'est qu'à l'époque du développement des plateformes sociales numériques, l'image et l'identification sur les profils étaient très importantes. Facebook, Instagram, Twitter, même Vine et encore plus YouTube demandaient relativement à ce qu'on révèle son identité. C'est-à-dire que sur Instagram, globalement, il fallait avoir un profil avec son nom où on postait des selfies, des photos de soi. Facebook, c'était un profil identitaire. Pareil pour Twitter. YouTube, il fallait se filmer de face. Donc même s'il y avait toujours moyen, évidemment, de contourner cette exigence, ça faisait quand même partie intégralement de l'identité de ces réseaux. Tumblr, c'était pas du tout le cas. On pouvait complètement tirer parti de tout le réseau et être producteur de contenu et tout ce que vous voulez sur Tumblr sans finalement jamais révéler son identité de quelque manière que ce soit. De plus, contrairement à toutes les autres plateformes, Tumblr n'a jamais été un espace d'influence au sens qu'on lui donne aujourd'hui, ni un espace finalement de commerce ou de monétisation. Les stars de Tumblr par exemple que j'ai citées avant ont commencé à monétiser leur influence et leur succès que quand celle-ci s'est traduite également sur Instagram. Le gros succès du réseau, il a résidé, comme je dis, dans le fait de pouvoir découvrir des artistes et centres d'intérêt assez uniques et pas forcément très médiatisés. Comme je dis, ça se nuance parce que l'on peut complètement découvrir quelque chose de très médiatisé déjà sur Tumblr, mais le découvrir d'une façon qui, elle, est alternative dans la façon de traiter, dans le fait de mieux connaître que les médias mainstream, mais c'est également un espace sur lequel certains artistes et groupes pas forcément médiatisés de la bonne manière vont retrouver un écho et des fans. Je pense par exemple à The Neighborhood, qui est un groupe qui aujourd'hui a une popularité extrêmement constante, mais qui n'a jamais explosé, mais c'est un groupe qui a une popularité extrêmement constante, qui s'est construite parce que c'est devenu un poncif de ce réseau social. Il a accompagné en fait la création d'une culture musicale personnelle d'énormément d'usagers qui aujourd'hui ne les lâchent pas. Et également, c'est quand même un espace sur lequel, on va pas se mentir, on peut découvrir des artistes qui percent grâce à Tumblr. C'est le cas par exemple de la chanteuse Halsey, qui a d'abord été une utilisatrice du réseau, sur lequel elle postait des covers à l'époque où elle était fan des One Direction et également de la poésie, avant d'être découverte sur SoundCloud, autre application d'ailleurs que j'ai pas citée, mais qui a joué un très grand rôle dans, selon moi, l'écosystème internet autour de la Tumblr culture. Et donc elle a posté son premier son sur Tumblr, elle a été repérée et elle a pu enregistrer son premier projet. Tumblr pour moi coïncide en 2010 avec une espèce de double renaissance de la pop, avec d'un côté l'adoubement total des grandes stars de la pop qui vraiment dans les années 2010 ont atteint leur apogée, donc Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Rihanna. À cette époque-là vraiment c'est genre les ultra stars de la musique, cette espèce d'assise d'un monde pop dominé par des super grandes figures de la pop féminine. Et en parallèle de ça, il y a le développement de toute une autre branche de la pop qui n'est pas une pop aussi mainstream, qui pour autant reçoit un énorme succès et va vraiment avoir une influence très forte, avec pour moi en chef de file Lana Del Rey. C'est la construction d'une industrie musicale qui va avoir du succès, comme je l'ai dit, mais une forme alternative qui va participer en fait à l'adoration que le réseau social va avoir pour cet artiste-là. Et puis c'est également à mon avis lié au fait que tous ces artistes qui vont en fait avoir du succès sur Tumblr sont aussi des gens qui participent à alimenter cette culture que les usagers de Tumblr ont. Par exemple, Lana Del Rey, elle entre en parfaite cohésion avec cette espèce de fausse nostalgie qui se construit sur Tumblr, avec ce goût de l'image vintage. Tout ça va vraiment se rencontrer. C'est exactement la même chose pour Marina, pour The Neighborhood, pour Arctic Monkeys, époque AM, parce que ce sont des étapes dans la vie de ces artistes-là dans lesquelles ceux-ci vont aller beaucoup jouer sur du rétro, sur du vintage, sur une esthétique qui va beaucoup faire écho à ce qui plaît déjà sur Tumblr. Je ne sais pas qui de l'œuf ou la poule a démarré. En tout cas, c'est un système qui s'auto-entretient énormément et qui va vraiment forger l'identité du réseau. Et puis nombreux sont les artistes qui ont utilisé en fait Tumblr dans leur promotion, comme par exemple Marina qui à l'époque d'Electra Art a créé un blog pour son alter ego musical de l'époque, donc Electra, qui va poster énormément de photos, d'images, qui va construire toute cette identité des archetypes. Donc si vous avez suivi cette époque, vous devez complètement comprendre de quoi je parle, sinon ne cherchez pas à comprendre, ou peut-être que si, mais c'est tout un monde finalement. Pour de très nombreux jeunes usagers du réseau, Tumblr c'est vraiment un moyen de s'émanciper à la fois de la culture dominante qui peut être celle du collège ou du lycée, mais aussi forcément du goût des parents, parce qu'évidemment ça permet de découvrir des artistes et des goûts qui sont pas forcément les plus représentés, soit sur les chaînes de clips les plus regardées, soit sur les réseaux sociaux de façon commune. C'est une façon d'exprimer ses goûts sans être jugé. C'est vrai que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, on va pas se répéter, mais quand on est une jeune fille en particulier, c'est très compliqué, voire impossible en fait d'exprimer quelques goûts que ce soit sans être jugé d'une manière ou d'une autre. Tumblr c'est un espace de liberté très communautaire où on peut retrouver des gens comme nous qui ont les mêmes goûts que nous et qui vont être capables d'apprécier à la même valeur que nous nos passions ou nos goûts favoris. Évidemment, la
culture fan, elle doit beaucoup au fonctionnement de Tumblr qui met en avant toutes les formes de médias. On peut poster des textes, des citations, des gifs, des vidéos, des audios. C'est une façon extrêmement plurimédiatique de partager et donc évidemment quand on est fan d'un produit audiovisuel de quelque type qu'il soit, forcément on a envie de pouvoir jouir de tous les modes de production et de partage. Le réseau permet de partager du travail créatif, souvent méprisé par la culture hégémonique, comme par exemple le fan art, les fanfictions, les covers, les edits, toutes ces productions de fans en fait qui sont en fait souvent très méprisées, alors que c'est souvent le témoin d'un travail de ouf de la part des jeunes créateurs. C'est un espace sur lequel ce contenu peut être partagé de façon anonyme et retrouver et rencontrer un énorme succès en fait auprès des communautés de fans. Et puis enfin c'est un espace de regroupement très important pour la culture militante et la découverte de soi. Il y a plein de médias militants qui ont démarré sur des Tumblr comme par exemple le Tumblr féministe Paytashnek. C'est le premier espace de représentation de couples LGBT ou de personnes LGBT. Pour énormément de gens, ça a été un des espaces où ont été mis en avant beaucoup les couples LGBT ou les personnes LGBT issues des productions médiatiques, mais aussi des espaces sur lesquels des jeunes personnes en fait ou des personnes en général LGBT postaient des photos de couples, de choses comme ça, de leurs relations à distance ou ce genre de choses. Ça a vraiment permis de baigner dans une culture où les identités LGBT étaient rendues un peu communes sur Tumblr, et je pense que ça a beaucoup participé à la découverte de soi de très nombreux usagers et usagères, c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que cette culture elle a produit et quelles sont ses conséquences aujourd'hui? Et bien déjà, Tumblr a produit une génération entière d'adolescents et d'adolescentes avec exactement le même référentiel, la même culture mêlée comme j'ai dit à la culture Twitter et Vine, avec un sens de la communauté très fort et nécessaire je pense dans une société aussi fracturée et polarisée que celle du 21e siècle. On vit dans une société avec une forme de pseudo-tolérance qui reflète en réalité on vit dans une société qui a toujours un cadre social extrêmement normé. Tumblr a un peu permis de faire exploser ces barrières là. Et puis aujourd'hui, même après avoir quitté le réseau pour la plupart des usagers, moi la première, j'ai supprimé mon Tumblr, je regrette énormément mais je l'ai supprimé. Et bien on a toujours quand même la réappropriation des goûts de l'époque. Depuis le début de cette pandémie mondiale, il y a énormément de jeunes personnes qui ont aujourd'hui la vingtaine qui sont revenues à des amours premiers qui sont en fait les passions qu'ils avaient à l'époque sur Tumblr, avec le fait de faire des rewatch des films de l'époque, avoir beaucoup réécouter ce qu'on écoutait quand on était adolescent etc pendant la pandémie, parce que c'est un besoin de retour à ce confort, à cet espace mental de confiance et de sécurité que Tumblr incarnait à l'époque. Également, comme je l'ai dit, Tumblr ça a été une plateforme sur laquelle il y a eu une vraie libération de la parole sur plein de sujets, la santé mentale, la sexualité, le féminisme, les questions de genre, toutes ces questions-là elles étaient vraiment extrêmement communes et banalisées avec des gros master posts, des témoignages, des conseils qui ont vraiment permis beaucoup d'usagers du réseau de commencer en fait une politisation grâce à Tumblr. Et puis également un gros avantage qui est quand même indéniable et dont moi je peux être le témoin à 1000%, c'est la progression sur l'anglais. Tumblr c'était un site où tout était en anglais et tout le monde parlait en anglais pour partager justement au maximum. J'ai vraiment compris le sens de l'anglais langue internationale sur Tumblr. Du coup en fait c'est un réseau qui a poussé beaucoup les usagers à se mettre à l'anglais. Moi j'ai vraiment appris l'anglais, très grande majorité, par Tumblr ou par tous les réseaux sociaux annexes en anglais. Et ça a donc permis de faire tomber également les frontières puisque énormément de gens avaient des amis en fait partout dans le monde et il y a eu plein de gens qui ont rencontré soit leurs petits amis, soit leurs amis en fait grâce à Tumblr, qui sont allés les revoir à l'autre bout du monde parfois. C'est un réseau qui n'a pas produit que des choses bonnes, c'est un réseau sur lequel il y avait pas mal de dangers quand même. Je pense par exemple à la culture Lolita et à la banalisation de la pédophilie. Les relations amoureuses entre personnes plus âgées et jeunes étaient glamourisées à travers à la fois des esthétiques. Lana Del Rey la première a quand même créé une grosse esthétique autour des daddy issues, du délire sugar daddy etc. Et particulièrement une espèce de fantasme autour du livre et ou du film Lolita donc de Nabokov. D'ailleurs n'a pas du tout été bien compris parce que Lolita de Nabokov ne romantise pas du tout la relation, bien au contraire. Mais si ça vous intéresse d'approfondir ce sujet, je vous mettrai en barre d'infos une vidéo de Jordan Teresa qui s'appelle Normalization of Lolita and Daddy Issues. C'est donc une vidéo très intéressante où elle creuse énormément ce sujet. On a également évidemment les troubles du comportement alimentaire et la romantisation de tout cela avec beaucoup de comptes appelés pro-ana, donc pro-anorexie, avec des modèles féminins tous très maigres, des vêtements qui soulignaient cette maigreur idéale, les Doc Martens qui laissaient vraiment la cheville un peu flotter, les jupes de tennis qui sont des jupes qui sont extrêmement serrées au niveau de l'abdomen, donc évidemment qui marquaient ça. Tout à son les trucs taille haute en fait. Bien sûr que c'est à la fois quand même beaucoup plus agréable pour toutes les formes de corps que les jeans taille basse, mais c'est quand même des modèles qui soulignent une taille très fine. Les skinny également, les jeans skinny très populaires, ils marquaient cette esthétique de la maigreur, le choker, beaucoup en fait d'éléments qui enserraient le corps et marquaient finalement une esthétique de la maigreur et d'une forme de maîtrise du corps. On pense également à une fascination pour les troubles mentaux, pour la dépression, la tristesse, la scarification, la consommation de drogue. On a le personnage de Effie dans Skins qui incarne cette ultra esthétisation de ses problèmes de vie, de ses difficultés. C'était extrêmement glamourisé et romantisé, avec une complaisance et un apitoiement sur sa tristesse très romantisée. Pour moi c'est à la fois peut-être finalement le témoignage de génération qui est en quête de sens, et finalement quand on est adolescent on va s'attacher à des choses qui sont très fortes, transgressives. C'était exactement ce qu'incarnait ce genre de personnage, comme ce qu'incarnaient les personnages de la Teen Idol de Marina ou de la Lana Del Rey de Born to Die ou de Lorde, donc une adolescence très
très triste, à la fois pour moi est un témoin réel, une génération qui a vécu une adolescence dans une société un peu fracturée, avec une perte de valeur et de sens qui se retrouvait dans ces produits-là, et en même temps une romantisation abusive de celle-ci. Plus généralement, une banalisation de romantisation des relations abusives et violentes dans les ships, dans les fanfictions, etc., etc. Et puis évidemment, vous vous en doutez, l'impossibilité d'être vraiment cette Tumblr girl en fait, pour des raisons d'argent, de genre, de classe, de race. En fait, la Tumblr girl est une espèce d'idéal que personne n'a jamais véritablement atteint. C'est une espèce de fantasme d'objectif qui n'est finalement pas atteignable. Et enfin, je vais finir cette vidéo en essayant de me demander pourquoi il y a une telle nostalgie de cette époque et qu'est-ce qui l'a remplacée, parce que c'est vrai que autour de moi, alors je sais que c'est parce que ça a été totalement ma culture et c'est totalement autour de quoi s'est construit mon adolescence et l'adolescence d'énormément de mes amis proches, donc je sais que peut-être on est en microcosme un peu fermé et on s'auto-alimente dans cette complainte de la nostalgie de la Tumblr era, mais en vrai pour moi je pense que c'est la première phase culturelle passée de la Gen Z. Alors bien sûr je sais que ça ne concerne pas tout le monde, c'est le principe même de l'aspect sous-culturel, mais pour toute cette partie d'adolescents, toute cette génération, c'est la première phase culturelle passée de celle-ci, parce que même des gens qui n'ont pas participé à l'époque à cette culture savent aujourd'hui que c'est à ça que correspond de façon cliché l'identité de leur époque sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est également pour moi Tumblr et toute la culture qui s'est construite autour de façon très, genre comme un gros bloc stéréotypal, c'est un marqueur de la possibilité de d'abord construire une culture juvénile unique, à la fois évidemment la quête de la reconnaissance des pairs, le besoin de poncifs pour se retrouver dans des cultures nationales totalement abandonnées. On n'a plus du tout de culture nationale aujourd'hui identitaire et donc c'est une culture un peu internationale des réseaux sociaux avec des codes en fait communs et internationaux qui permettent aux générations de se former au-delà des frontières. Qu'est-ce qui remplace aujourd'hui la culture Tumblr? Je l'ai dit d'abord, pas grand chose, parce que cette culture-là est toujours persistante chez les personnes qui l'ont vécue et puis elle est remplacée de façon effective par de nouvelles esthétiques stéréotypales comme le cottagecore, la dark academia, tous ces esthétiques en fait très clichés qui suivent tout un tas de codes et qui sont beaucoup plus petites et beaucoup moins genre forte que l'était la Tumblr culture, c'est-à-dire que l'esthétique cottagecore n'est pas quelque chose qui a toute une façon de s'exprimer, des goûts musicaux, etc. associés, mais pour moi, délire d'avoir des esthétiques, c'est quelque chose qui est totalement dérivé de la culture Tumblr. Je pense que, et ça c'est quelque chose que j'aimerais nuancer avec vous en conclusion, TikTok n'est pas le nouveau Tumblr, malgré ce que beaucoup de gens aiment à dire, et je comprends pourquoi cette comparaison est pertinente, parce que, au même titre que Tumblr, TikTok crée un véritable sens de la communauté, un véritable sens de la culture juvénile, avec le développement de sous-cultures, de poncifs musicaux, esthétiques, un argot, des blagues, des sons. Donc vraiment, on retrouve toute cette expression d'identité forte, mais la majeure différence pour moi entre Tumblr et TikTok, c'est que TikTok ne permet pas l'anonymat. TikTok est un réseau où le visage et l'exposition des mineurs comptent énormément. Donc pour moi, on ne peut pas comparer les deux parce que là où, même si on était sur Tumblr à 12 ans, et bien on était quand même très relativement protégé. Sur TikTok, on n'est pas protégé du tout. Il y a des milliards de dangers qui guettent malheureusement les jeunes, pas forcément que les plus jeunes d'ailleurs, qui pour moi fait que TikTok ne peut pas être le nouveau Tumblr parce que contrairement à Tumblr, TikTok n'est pas un espace de sécurité et un espace d'anonymat qui pour moi sont quand même nécessaires et qui ont fait aussi pour moi le succès de Tumblr. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle est terminée. Je suis absolument désolée pour la lumière qui était très moyenne, mais malheureusement en ce moment si on filme plus de 1h30, il finit par faire un peu nuit à un moment. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, qu'elle a pu vous rappeler des choses positives, probablement vous faire réfléchir. Je vous mets en barre d'infos mes sources et ce que je vous propose d'approfondir évidemment si le sujet vous plaît. Je vous laisse évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux, allez voir les autres vidéos de la série sur la fan culture si vous ne les avez pas encore vues. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, à très vite, ciao.